Bonjour. Mon nom est Pierre Godbout et j'animerai ce webinaire. Avant de laisser la parole aux présentateurs des conférenciers, voici quelques consignes d'usage. Au bas de votre écran, veuillez fermer votre caméra si ce n'est pas déjà fait. Pour activer la boîte de chat, cliquez sur l'icône bulle en bas à droite. La période de questions se fera à la fin des présentations. Il y aura une pause de 5 minutes entre les deux conférenciers. Donc, je laisse maintenant la parole à Yann. Eh bien, merci Pierre. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Yann Boulanger, chercheur scientifique en écologie forestière au Centre de foresterie des Laurentides, et je vous souhaite la bienvenue à ce 6e et dernier webinaire de la série Un regard vers le futur, impact des changements climatiques sur la forêt québécoise et outils d'adaptation. Donc, c'est la dernière fois que vous allez, malheureusement ou heureusement, entendre ma voix radiophonique pour les prochaines semaines. Donc, les changements climatiques devraient avoir d'énormes répercussions sur les écosystèmes forestiers, ceux situés au nord étant les plus menacés. Au Québec, les répercussions risquent d'être multiples, à la fois sur les écosystèmes et sur le secteur forestier, et c'est d'ailleurs pour ces raisons-là que le Service canadien des forêts a entrepris une analyse intégrée régionale des impacts des changements climatiques sur les forêts du Québec, avec plusieurs partenaires, dont le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le Bureau du forestier en chef, Environnement et Changement climatique Canada, l'Université Laval, d'ailleurs pour aujourd'hui, et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc, plusieurs projets de recherche ont été menés sous cette analyse, lesquels ont été présentés à chaque mercredi depuis le 20 janvier dernier. Donc, le webinaire d'aujourd'hui porte sur l'aménagement forestier et la conservation de la biodiversité dans un contexte de lutte au changement climatique. Donc, 2 études de cas au Québec. Donc, c'est avec plaisir que je vous présente les deux conférenciers d'aujourd'hui, c'est-à-dire Mme Evelyne Tifo et M. Junior Tremblay. Donc, Evelyne Tifo est une ingénieure forestière diplômée de l'Université Laval en 2001 et titulaire d'un doctorat en sciences forestières. Elle est professeure agrégée en sol forestier au département des sciences du bois et de la forêt et directrice scientifique de la forêt Montmorency, la forêt d'enseignement et de recherche de l'Université Laval. Donc, ces travaux portent sur le développement de chaînes d'approvisionnement durables en biomasse forestière et sur le rôle de la foresterie dans la lutte au changement climatique. Ces recherches se distinguent par l'intégration des aspects d'écologie, d'aménagement forestier, de développement de produits forestiers et de politiques publiques pour optimiser le potentiel des forêts boréales à l'atténuation des changements climatiques. Junior Tremblay, de son côté, a réalisé un baccalauréat en biologie et une maîtrise en sciences forestières à l'Université Laval, respectivement en 2001 et 2004. Le sujet de son mémoire était la restauration passive des sapinières mixtes de seconde venue, une alternative pour la conservation des sapinières mixtes anciennes. Par la suite, il a effectué un doctorat à l'Université du Québec à Chicoutimi de 2004 à 2009, dont le sujet a porté sur l'écologie de nidification du picador noir en forêt boréale non brûlée. Durant ses études doctorales, il a également effectué un stage sur la gestion des vieux arbres et du bois mort, îlots de sénescence, arbres, habitats et métapopulation saproxylique dans les forêts des cantons de Vaud et du Jura en Suisse. De 2009 à 2013, Dr Tremblay a travaillé au ministère des Ressources naturelles et de la Faune, désormais le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, où il était responsable de projets de recherche sur les oiseaux de proie et également de la coordination provinciale des enjeux concernant la faune et le développement éolien. Depuis 2013, il occupe un poste de chercheur scientifique à Environnement et Changement climatique Canada. Son programme de recherche vise à documenter l'impact potentiel des perturbations naturelles et anthropiques et des changements climatiques sur la sélection de l'habitat et des paramètres démographiques des oiseaux de la forêt boréale dans un contexte de cycle vital annuel et avec un intérêt particulier pour les espèces en péril. Donc, Dr Tremblay est également professeur associé au département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval et au département des sciences fondamentales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole maintenant à nos deux conférenciers. Par ailleurs, j'aimerais aussi souligner que entre les deux présentations, il devrait y avoir un 5 minutes de pause là, qui vous sera mentionné là, de toute façon lorsque la première présentation sera terminée. Donc, je laisse la présentation au bon soin de Evelyne ou de Junior? D'Evelyne. De moi, ouais. D'accord. Bonne présentation tout le monde. Merci. Hop.
Est-ce que vous voyez mon écran comme il faut? Oui, oui. D'accord, ben bonjour, je suis très contente d'être là et de l'invitation. Donc aujourd'hui, on va faire une présentation conjointe, donc Junior et moi. Donc je vais commencer par présenter, puis après Junior va présenter. Mais ça fait partie d'un projet conjoint qu'on mène depuis quelques années. Donc vous avez entendu nos pédigrees respectifs. On travaille généralement dans des domaines, bon, parallèles. Et donc, on a décidé d'unir nos regards sur un même objet pour répondre, bon, réfléchir à des enjeux de changement climatique. Donc, c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Je voulais juste mentionner rapidement que donc, on fait partie d'une grosse équipe. On présente ici au nom de plusieurs personnes. Donc, la liste de gauche, c'est tous mes étudiants gradués là, que j'ai dans mon labo. J'ai un gros labo, une belle équipe de super-héros qui m'aident, qui creusent les trous, puis qui travaillent fort, puis qui font les simulations pour me permettre après de présenter ça. Ça a l'air tout clean sur une diapo, mais ça vient d'efforts importants là, d'une belle équipe. Et ensuite, il y a tous les autres chercheurs qui ont fait partie aussi, qui font partie de ce projet de recherche-là de différentes organisations. Yann Boulanger en premier lieu. Et donc, des chercheurs de l'Université Laval, du gouvernement du Québec, aussi des aménagistes là, qui ont contribué à ces travaux-là. Donc, on va parler de changement climatique. On ne peut pas parler de changement climatique sans commencer avec cette image-là. Donc, ça montre la hausse, dans le graphique de droite, la hausse des concentrations de CO2 dans l'atmosphère, telle que mesurée par l'observatoire de Mauna Loa, donc dans le coin d'Hawaï. Donc, sur la photo de gauche, là, vous voyez l'observatoire, un bel endroit pour travailler. Et donc, la courbe montre la hausse des concentrations de CO2 au cours des dernières décennies. Donc, si vous voulez suivre au jour le jour la concentration atmosphérique de CO2, là, cette courbe-là a son propre compte Twitter. Donc, vous avez le lien là, si vous voulez voir jour après jour là, comment que les concentrations évoluent et augmentent. Donc, pourquoi le CO2 augmente dans l'atmosphère comme ça? Mais quand on regarde le bilan des sources de CO2 et autres GES à l'atmosphère, des puits de CO2. Donc, il y a des chercheurs qui compilent ces données-là année après année, qui fournissent le budget de carbone de la planète. Et donc, c'est publié à chaque année avec différentes analyses pour montrer les tendances. La grande tendance qui revient, évidemment, dans chaque budget, c'est que évidemment, la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente. Donc, c'est le point bleu, là, le réservoir de l'atmosphère, ça augmente parce que les sources de CO2 à l'atmosphère, principalement, les sources, c'est les activités liées aux carburants fossiles. Donc, c'est la flèche grise. Cette grosse flèche grise-là est très importante. On a des puits de CO2, donc des mécanismes qui viennent retirer du CO2 de l'atmosphère pour le séquestrer et le stocker dans d'autres réservoirs. Le plus gros de ces puits-là, c'est la végétation. Donc, c'est la flèche verte. À chaque année, la végétation sur la planète fait de la photosynthèse, capte du CO2, donc vient le séquestrer, le stocker hors de l'atmosphère. Mais il y a évidemment un débalancement, donc nos puits sont pas assez forts par rapport aux sources et c'est pour ça que le CO2 continue d'augmenter dans l'atmosphère. Donc, si on veut, on parle de changement climatique, ben ça, c'est le contexte qu'il faut absolument adresser. Je voudrais prendre l'analogie d'une équipe de football là, pour parler des changements climatiques. Là. Les dernières présentations que vous avez eues et la thématique de cette série de webinaires, c'était l'adaptation au changement climatique. Je voudrais vous parler d'un autre morceau qui fait partie aussi du contexte des changements climatiques. Donc, dans une équipe de football, on a des joueurs qui sont à l'attaque, puis on a des joueurs qui sont à la défense. Bien, si on fait l'analogie avec les changements climatiques, l'attaque, c'est comme l'atténuation des changements climatiques. Donc, l'atténuation, c'est des interventions qu'on fait pour réduire les sources de GES, donc la grosse flèche grise là, qui montait,
augmenter les puits. Donc, la flèche verte de mon autre graphique, essayer de la faire grossir. Donc, l'atténuation, c'est quand on est à l'attaque contre les changements climatiques, qu'on essaie de lutter activement contre les changements climatiques. L'adaptation, c'est comme les joueurs de défense. Donc, c'est les changements climatiques ont lieu, donc on doit s'ajuster à ces nouvelles conditions-là, à cet environnement changeant. Donc, on doit adapter nos systèmes naturels et humains face au climat changeant. Donc, pour avoir, dans une équipe de football, ça prend absolument l'attaque et la défense. Et pour les changements climatiques, c'est la même chose, ça nous prend de l'atténuation et de l'adaptation. Puis on sait que pour faire une équipe de football qui a du succès, bien, ça prend des excellents joueurs à l'attaque et des excellents joueurs à la défense. Donc, on a besoin d'atténuation et d'adaptation dans la vie. Quoi qu'est-ce qu'on sait, ce qu'on a vraiment besoin dans la vie, c'est de Laurent Duvernay-Tardif, mais bon, je m'égare. On a besoin donc de parler d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Donc, si on revient aux sources puis aux puits de CO2, donc on voit que les sources principales, c'est les activités liées aux carburants fossiles, mais il y a aussi l'utilisation des terres, notamment des terres forestières. Donc, la déforestation, c'est aussi une source importante de CO2 à l'atmosphère. Si on regarde les puits, ben, le puits, donc il y a celui de l'atmosphère, donc le CO2 qui est de trop, ben, va s'accumuler dans l'atmosphère. Mais l'autre puits important qui peut en retirer quand ça ne va pas dans l'atmosphère, c'est la végétation, principalement la végétation forestière. Et donc, ça montre les différents morceaux dans lesquels le secteur forestier, la foresterie, donc qui est le sujet du webinaire, l'aménagement forestier, peut se situer donc, dans ces différents morceaux-là. Donc, si on applique ça vraiment au contexte du secteur forestier, de la foresterie, ici, c'est une image qui a été publiée dans un des rapports du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, donc qui montre la place du secteur forestier, la place des forêts dans le contexte des changements climatiques. Et donc, il y a la partie d'utilisation des terres, donc on peut éviter la déforestation, éviter la perte de forêts. On peut aménager plus et mieux les forêts existantes pour qu'elles puissent croître mieux et séquestrer plus de carbone, de CO2. Ces forêts-là, ben, lorsqu'on les aménage, elles peuvent produire des produits du bois qui vont répondre à des besoins sur le marché en remplacement des énergies fossiles. Et donc, c'est les morceaux qu'on voit du rôle du secteur forestier dans le contexte de la lutte, dans le contexte des changements climatiques. Et pour tout ça, il y a des aspects d'atténuation, donc de lutte active, d'attaque contre les changements climatiques, et des aspects d'adaptation. Et donc, le climat change de toute façon, et donc, il est en train de changer. Comment fait-on pour adapter les systèmes naturels et aussi les systèmes humains à cet environnement-là, à ce climat qui est changeant? Donc, c'était le contexte dans lequel on a situé notre projet de recherche. Donc, pour résumer la question principale, c'est dans un contexte de climat changeant, donc un changement climatique, est-ce qu'il faut aménager nos forêts pour une production maximale de produits du bois ou pour une séquestration maximale en forêt? Et donc, ça vient résumer un peu les questions principales qui s'adressent aux aspects que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, pour répondre à cette question-là, on a pris 2 ans d'études au Québec. Donc, d'abord, la forêt Montmorency. C'est simple, c'est mon terrain de jeu à l'université. Donc, c'est dominé par la sapinière à Bouleau-Blanc, donc juste situé un peu au nord de Québec. Donc, c'est une sapinière très humide, il pleut et il neige beaucoup au cours de l'année sur ce territoire-là. Et on a pris un autre territoire. Donc, la forêt Montmorency, c'est assez représentatif de la forêt boréale publique qu'on retrouve au Québec. Et on a pris un autre territoire aux conditions plus contrastées, donc qui est la forêt Hereford, qui est située en Estrie, donc à la limite de la frontière américaine. Donc, la forêt Hereford est dans un contexte d'érablière. C'est une terre privée et donc qui reflète plutôt les contraintes, les opportunités d'un territoire privé. Et donc, il faut dire que ces 2 territoires-là, ils font l'objet d'aménagements forestiers. Ils sont
dans une certaine mesure, assez à l'avant-plan en termes de pratiques d'aménagement. Et donc, le type d'aménagement qui se font là, présentement, ça reflète les meilleures pratiques, souvent les meilleures pratiques possibles. Donc, pas nécessairement la moyenne des pratiques sur tout le territoire, mais donc, notamment à Forêt-Hereford, on applique des mesures d'aménagement, de zonage qui sont quand même avancées. Et donc, on a pris ces deux territoires d'études-là. Et donc, il y a des gens plus compétents que moi qui pourront en parler. On a fait des simulations de l'effet des changements climatiques sur ces deux territoires-là. Donc, on a regardé des estimés, par exemple, des projections climatiques très optimistes ou plutôt pessimistes, ou s'il n'y avait pas du tout de changement climatique. Et on a regardé, on a simulé comment ces deux territoires-là, donc une sapinière, une érablière, pouvaient évoluer dans le temps. En fonction des changements climatiques, donc différents scénarios climatiques. Et donc, on a regardé l'effet de ces changements-là, des changements climatiques, sur la matrice forestière, sur la composition, sur la croissance des peuplements. Et on a rajouté à ça des scénarios d'aménagement. Donc, il y a déjà de l'aménagement qui se fait sur ces deux territoires-là. Et donc, on a simulé les scénarios du cours normal des affaires, donc le type d'aménagement qui se fait présentement dans ces deux territoires-là, donc en haut la forêt Montmorency, ensuite la forêt Hereford, et on a simulé des scénarios alternatifs pour ces deux territoires-là. Les scénarios alternatifs, ils ont été définis par les aménagistes des territoires. Ils représentent des scénarios que les aménagistes trouvent crédibles, donc des choses qu'ils savent qu'ils seraient capables d'appliquer sur le territoire. Donc, si on fixait des objectifs différents aux objectifs actuels. Donc, c'est des scénarios pas farfelus, mais au contraire, des scénarios qui sont dans le domaine du réalisme. Là, on n'a pas essayé de faire d'optimisation particulière, c'était juste des suggestions que les aménagistes ont faites, des choses qu'ils pourraient faire, soit pour intensifier l'aménagement, donc faire plus de récoltes, ou alléger l'aménagement, faire moins de récoltes. Donc, dans le cas de la forêt Montmorency, c'était simplement diminuer le niveau de récolte pour l'allègement, donc en faisant plus de coupes partielles, en allongeant les révolutions de coupe, ou faire moins de coupes partielles et des révolutions de coupe plus courtes par rapport au cours normal des affaires. Pour le cas de la forêt Hereford, ils utilisent déjà un zonage fonctionnel de leur territoire, donc une zone de conservation, une zone polyvalente. Ce qu'on a fait en termes d'intensification, c'est qu'on a dit, si on augmente la coupe et qu'on la fait partout, indistinctement sur tout le territoire. Donc, ça, c'est de l'intensification. En termes d'allègement, on a testé deux façons d'alléger, soit un nouveau zonage où on rajoute une zone avec où on aurait rallongé les révolutions de coupe, ou un allongement des rotations, mais sans zonage, donc appliqué indistinctement sur tout le territoire. Et dans les deux cas, pour les deux territoires, on a aussi simulé un scénario où on ne faisait pas de coupe du tout. Et donc, ces deux scénarios-là, on les a superposés au scénario climatique pour voir l'effet combiné de scénarios d'aménagement et de scénarios climatiques. Et donc, ça a influencé la quantité de bois qu'on peut récolter sur le territoire. Donc, on va d'un scénario plus intensif où on récolte plus de bois à un scénario moins intensif où on en récolte vraiment moins. Puis on a un scénario de conservation où il n'y a pas du tout de coupe. La même chose pour la forêt Hereford. Donc, on va d'un scénario où il y a plus de coupe, donc un plus gros volume de bois qui sort, à un scénario où il y a un plus petit volume qui sort. Donc, on a regardé l'effet de cette combinaison-là de scénarios climatiques et scénarios d'aménagement, notamment sur la composition en espèces. Ce qu'on a trouvé comme résultat, c'est très bien aligné avec ce que vous avez vu dans les webinaires précédents, donc sur l'évolution probable de la forêt boréale, de la forêt feuillue, dans un contexte de changement climatique. Ce qu'on a vu pour la forêt Montmorency, donc c'est une sapinière qui est très humide déjà. Avec un réchauffement climatique, on a vu une certaine résilience des peuplements, donc pas de changement très drastique en composition en espèces. Donc, vous voyez, donc les différentes colonnes représentent des scénarios climatiques, donc la dernière représentant le scénario le plus pessimiste, donc avec le réchauffement le plus élevé. Et on voit que les principaux groupes d'espèces se maintiennent quand même assez bien dans le paysage malgré les changements climatiques.
on voit une différence entre les scénarios d'aménagement. Un scénario très intensif va venir faire augmenter les feuillus intolérants sur le paysage, alors qu'une conservation totale, ben, ça garderait les feuillus intolérants juste une fraction moindre là, du paysage. Donc, on voyait dans ce cas-là un effet de l'aménagement. Pour le cas de la forêt Hereford, on voyait, nos simulations montraient un effet plus important des changements climatiques. Donc, il y a notamment le hêtre qui vient prendre une place plus grande dans les simulations avec un changement climatique plus important. Il faut dire que nos modèles ne tenaient pas compte de la maladie corticale du hêtre. Donc, on était peut-être trop optimiste avec le comportement du hêtre ici. Mais donc, ce qu'on voyait, c'était notamment donc, une augmentation du hêtre. Les résineux, dont les épinettes, ont de la misère dans un climat plus chaud. Donc, on voit la part des épinettes qui se réduit. Donc, on avait ça sur l'effet de la composition en espèces. J'arrive avec ça pour vous parler maintenant de carbone, de CO2, d'émissions. Donc, on a aussi calculé les flux carbone tels qu'influencés par les changements climatiques et par l'aménagement. Donc, pour voir l'effet combiné des deux. Ce qu'on a vu pour la forêt Montmorency, c'est que, donc ici, ce que je vous présente, c'est la productivité nette de l'écosystème. Donc, quand on a une valeur qui est positive, pour ce graphique-là, ça montre que la forêt séquestre du carbone. Si on a une valeur qui est négative, dans ce cas-là, c'est que la forêt va se mettre à émettre du CO2 à l'atmosphère. Et donc, ce qu'on voit pour la forêt Montmorency, c'est que c'est les scénarios les moins intensifs, dont le scénario de conservation totale, qui permet de garder le plus gros puits de carbone sur le territoire, alors que les scénarios plus intensifs viennent réduire le puits de carbone du territoire. On a trouvé l'effet inverse, surprenamment, à la forêt Hereford. Les scénarios intensifs ont l'air, donc plus on fait de coupe sur le territoire de la forêt Hereford, plus la forêt semble être capable d'aller séquestrer du carbone. Vous voyez qu'il y a quand même des grandes variabilités, des différences entre les scénarios climatiques. Mais donc, ça a été une surprise de voir que l'effet d'une plus grosse quantité de coupe avait un effet différent là, dans ces deux territoires-là. Donc, ça, c'était quand on regardait juste les processus là, de nos forêts sous l'effet des changements climatiques et de l'aménagement. Ce qui nous intéressait particulièrement et qui nous intéresse quand on parle d'atténuation, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ou de plus par rapport au cours normal des affaires. Donc, ce qu'on a fait dans ce cas-là, c'est qu'on a calculé le bilan carbone des scénarios d'aménagement. Le bilan carbone, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule la somme des émissions nettes qui vient du cours normal des affaires. Donc, l'aménagement forestier qu'on fait d'habitude, bon, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que notre forêt est un puits, une source? Et on compare ça à la somme des émissions de scénarios alternatifs. Et donc, ça nous permet de voir, est-ce que notre scénario alternatif permet d'être une source nette, donc augmente les émissions à l'atmosphère par rapport au cours normal des affaires, ou permet un puits net, donc permet d'aller séquestrer plus de carbone que le cours normal des affaires. Donc, quand on parle de bilan carbone, il faut toujours se comparer à un scénario de référence, donc un scénario du cours normal des affaires. Et donc, je vous rappelle que dans ce cas-là, pour les deux territoires, notre cours normal des affaires, ben, il torche quand même déjà. C'est des territoires qui ont du bon aménagement, donc qui prend en compte déjà beaucoup de préoccupations. Donc, on regarde par rapport au cours normal des affaires, qui est déjà donc un bon scénario d'aménagement. Est-ce que c'est possible de faire mieux que ce scénario-là de référence? Donc, ce qu'on a vu, ce qu'on a trouvé en termes de bilan carbone pour la forêt Montmorency, donc, si on prend un contexte où il n'y aurait pas de changement climatique, puis qu'on regarde juste l'effet du scénario d'aménagement. Et donc, ce que vous voyez, le premier graphique, donc, ça représente la différence d'émissions de CO2 par rapport au cours normal des affaires. Donc, là, j'attire votre attention sur les lignes vertes. Ça représente les émissions qui viennent de la forêt, donc les barres vertes,
donc pour les 80 prochaines années. Et quand les valeurs sont négatives, ça veut dire que notre scénario alternatif est un puits net de CO2 parce qu'il fait mieux que le scénario du cours normal des affaires. Et si la valeur est en haut de 0, ça veut dire que le scénario alternatif fait pire que le cours normal des affaires. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir les plus longues barres possibles sous la barre de 0. Et donc, si c'est un scénario d'allègement, donc si on réduit la quantité de coupe par rapport au cours normal des affaires. Et ce qu'on voit pour la forêt Montmorency, c'est quand on diminue la récolte, ça permet d'augmenter le puits net en forêt. Et donc, on a une forêt qui se comporte déjà assez bien. Et si on la coupe moins, ben on permet de conserver des écosystèmes en santé qui sont capables d'aller séquestrer plus de carbone. Et donc, la diminution de la récolte à forêt Montmorency, ça augmente le puits net en forêt. À l'inverse, un scénario d'intensification, où on augmente la récolte, eh bien, ça fait de la forêt une source nette par rapport au cours normal des affaires. Et donc, si je planifie pour les prochaines années de couper plus à la forêt Montmorency, je vais créer une source nette de CO2 à l'atmosphère par rapport au cours normal des affaires. Si on se place dans un contexte de changement climatique, et là, j'ai pris le scénario le plus pessimiste, donc le climat le plus changeant, dans ce cas-là, si je viens couper moins, ça permet de préserver le puits net en forêt. Donc, couper moins, dans ce cas-là, ça permet de préserver le puits net. Et si, au contraire, j'augmente, ben, je fais de ma forêt une source de CO2 encore plus grande. Donc, dans le contexte de la forêt Montmorency, une réduction de la coupe, ça semble être cohérent avec un contexte d'atténuation des changements climatiques. Si on s'en va à la forêt Hereford, on arrive à des résultats un peu différents. Dans le contexte de la forêt Hereford, une intensification de la récolte, donc si j'augmente la récolte, ça semble augmenter le puits net en forêt. Cela dit, c'est un résultat qui nous a surpris, mais quelque chose qu'on a trouvé vraiment intéressant, c'est que c'est l'idée de zonage. Donc, c'est déjà une pratique que les aménageurs de la forêt Hereford font. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que lorsque on fait un bon zonage, donc on avait des scénarios avec et sans zonage, un bon zonage qui maintient des zones de conservation et d'autres zones de production, c'est ça qui semble avoir le meilleur impact sur le bilan carbone. Donc, de maintenir des zones qui ont des fonctions spécifiques, donc des zones de conservation, qu'on peut conserver, par exemple, pour des raisons de biodiversité ou de récréation, et d'avoir à côté des zones de production, ça, on est capable de faire ça sans avoir d'impact négatif sur le bilan carbone. Alors que des approches mur à mur semblent être moins optimales pour ce territoire-là. Et ça devient encore plus vrai dans un contexte de changement climatique. Donc, par exemple, une augmentation de la coupe dans un contexte de changement climatique va faire augmenter la source de CO2 venant de la forêt, alors que dans un contexte de changement climatique, des stratégies de réduction de la coupe, mais qui sont zonées, donc dans des zones spécifiques, donc des zones de conservation, des zones d'allègement, avec des zones de production à côté, c'est ça qui semble minimiser les impacts négatifs sur le puits net en forêt. Donc, la question de zonage semble se révéler intéressante là, pour la forêt Hereford. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur mon graphique. Donc, ça, ce que je vous parlais, c'était juste ce qui se passe en forêt. Juste les émissions qui viennent de la photosynthèse, la respiration, la décomposition des écosystèmes en forêt. Je vais attirer votre attention maintenant sur les petites barres oranges de mon graphique. Ça représente les émissions nettes qui viennent des produits du bois. Parce que lorsqu'on fait de la récolte, ce n'est pas pour sacrer le bois dans le fond du lac, c'est pour en faire des produits du bois. Et on tient compte dans ce genre de comptabilisation-là des émissions qui proviennent des opérations forestières puis des émissions des produits qu'on va faire à partir du bois. Et donc, quand on a des émissions nettes positives, ça veut dire qu'on envoie plus de bois sur les marchés qui créent des émissions. Et donc, on a les scénarios où on voit des émissions négatives venant des produits, mais c'est parce qu'on envoie moins de bois sur les marchés. Donc, on sauve ces émissions-là qui viendraient des produits du bois là, dans le cours normal des affaires. Donc, ces émissions-là, elles peuvent être importantes. Dans le fond, elles viennent du fait que lorsqu'on fait de la récolte forestière,
on transfère du carbone qui vient des forêts, on les transfère vers les produits du bois. Et ces produits-là, ils vont servir à différents besoins humains et certains produits vont stocker le carbone qu'ils contiennent plus ou moins longtemps, là, selon le type de produit. Et donc, le stockage dans les produits du bois, ça permet de retarder les émissions à l'atmosphère. Donc, si je fais des produits du bois qui ont une très longue durée de vie, ce bois-là, donc ce carbone-là va être stocké dans les produits selon la durée de vie des produits. Et donc, si je fais des produits très, très éphémères, le carbone qui avait été séquestré par les arbres, il va être retourné à l'atmosphère très, très, très rapidement. Alors que si je fais des produits de très longue durée de vie, le carbone peut être stocké pendant très, très longtemps. Et donc, cette question-là des produits du bois, elle a son importance. Donc, on a vu selon l'intensité de la récolte. Si je fais plus ou moins de récoltes, ça veut dire que j'envoie plus ou moins de produits sur les marchés. Et donc, ça vient influencer les émissions liées aux produits. Mais ça a aussi de l'importance selon la nature des produits du bois qu'on va faire. Et là, les changements climatiques, puisqu'ils viennent affecter la composition forestière, comme telle la croissance des arbres, peuvent avoir une influence sur les produits qu'on va en faire. Et donc, il y a toute une question d'adaptation à faire aussi dans la transformation des produits. Je vais juste vous donner un petit exemple provenant d'une autre région d'études, donc qui est Masquinongé. C'est juste parce que j'avais des beaux graphiques là, venant de l'étude qu'on a faite à Masquinongé. On a évalué l'effet de l'aménagement forestier des produits du bois sur le bilan carbone dans un contexte de changement climatique. Et donc, ce qu'on a vu pour la région de Masquinongé, donc c'est des érablières là, qui ressemblent un peu à ce qu'on a à Hereford. Donc, ce qu'on voit dans un contexte de changement climatique, c'est que les résineux vont devenir de moins en moins présents et donc, on va en couper de moins en moins dans un contexte de changement climatique puisqu'ils vont être moins présents sur le territoire. Et on va voir ces résineux-là vont être remplacés par des feuillus. Mais si on regarde le réseau de transformation du bois actuel de la région de Masquinongé, assez représentatif de ce qui se fait au Québec, on n'est pas super bon à transformer le bois feuillu. Et donc, une augmentation de la présence des feuillus sur le paysage, et donc dans le territoire, et donc dans le bois qu'on va récolter, ça veut dire qu'il va y avoir moins de produits de longue durée qu'on va être capable de sortir de ce bois-là. Et donc, vous le voyez sur le graphique du dessous, ce changement dans les espèces, ça fait qu'avec les feuillus, on fait une grande part de produits éphémères, une grande part de produits de la pâte, par exemple, qui ont une durée de vie très, très faible, et moins de produits de très longue durée. Alors qu'avec les résineux, on fait une plus grosse proportion de produits de longue durée. Et donc, le changement de la composition en espèces a une influence sur le panier de produits qu'on va sortir et sur les émissions, donc sur le temps que le carbone va être stocké dans ces produits-là. Et ça, c'est si on prend pour acquis qu'on ne faisait pas d'adaptation du réseau industriel, qu'on gardait les usines exactement comme elles sont là. Et donc, c'est ça qu'on a vu pour Masquinongé. Le fait que la forêt, donc les résineux deviennent moins présents, qu'on ait une part grandissante de produits éphémères qui viennent de la récolte, ça fait que les produits du bois peuvent être une source importante de CO2 à l'atmosphère qui peuvent venir même annuler le puits carbone des forêts. Ça, c'est vrai si la proportion de produits éphémères est élevée. Et ça devient de plus en plus dramatique si le réchauffement du climat vient réduire le puits en forêt. Donc, si on ne change pas notre réseau industriel et que le puits diminue en forêt, là, nos produits vont devenir un sacré problème. Et donc, d'où l'importance d'aussi s'intéresser à l'adaptation de notre réseau industriel qui transforme le bois. Mais avec tout ça, là, on pourrait se dire, diantre, pourquoi qu'on va couper du bois d'abord? C'est un paquet de problèmes qu'on envoie ça sur les marchés puis que ça envoie du CO2 à l'atmosphère de toute façon. L'autre bout de l'équation, c'est la substitution. C'est les barres jaunes là, qui sont sur mon graphique. Qu'est-ce que c'est la substitution? C'est que les produits du bois qu'on va récolter, on les utilise pour répondre à des besoins humains. Et si on est brillant, on va utiliser ces produits-là pour remplacer des produits à forte émission de CO2, à plus forte émission, donc les fameux produits qui viennent des énergies fossiles. Et donc, le GIEC reconnaît le rôle des produits du bois
notamment par le rôle qu'ils peuvent jouer pour remplacer des produits à forte empreinte carbone, les produits provenant des énergies fossiles. Et donc, cet effet-là de service à la société, de répondre aux besoins humains, il est vraiment fondamental dans l'équation. Et donc, on peut utiliser les produits du bois en remplacement, par exemple, dans ce cas-là, en remplacement de béton ou d'acier ou autre, qui sont, eux, une source de CO2 à l'atmosphère. Et donc, cet aspect-là de substitution, on ne peut pas l'ignorer complètement. On ne peut pas juste dire, ben là, on va juste aménager notre forêt, on va juste faire de la conservation, on va arrêter d'envoyer des produits du bois sur les marchés. C'est que la partie des émissions qui viennent des énergies fossiles, il faut trouver moyen de la réduire absolument. Et si vous avez des différentes simulations qui montrent pour différentes températures, par exemple 1,4 degrés en 2100, c'est quoi les efforts qu'on doit faire? Et vous voyez, la partie brune, c'est les émissions qu'il faut absolument réduire. Et donc, il faut trouver des substituts aux énergies fossiles. La forêt, les produits du bois, c'est une ressource renouvelable. Et donc, c'est difficile. On ne peut pas faire comme si ce bout-là de l'équation n'existait pas du tout. Donc, il faut absolument se mêler de ça puis se dire, on fait partie de cet écosystème mondial-là, puis il faut voir comment nos territoires forestiers peuvent contribuer à réduire les émissions. Et donc, on ne peut pas faire, parce que les sources de matériaux ou d'énergie renouvelable, à part les forêts, il n'y en a pas tant que ça. Là. Les solutions ne sont pas si nombreuses que ça. Et donc, les forêts en sont une, donc on ne peut pas ignorer ce bout-là. En fait, donc, dans les situations possibles, c'est une diapo que j'utilise souvent, ce qu'on peut faire, donc, il faut absolument réduire les émissions. Donc, on peut soit paniquer, on peut comme nier le problème complètement, on peut fuir le problème ou on peut faire de la recherche. Et donc, les travaux passés, le GIEC reconnaît que le secteur forestier peut servir de puits de CO2 en forêt, mais aussi fournir des matériaux et l'énergie en remplacement des énergies fossiles. On a une grande tradition, notamment au Québec, d'utilisation du bois. On voit ça dans les politiques publiques. On peut se dire, ouais, mais là, si le bois sert juste à alimenter une croissance infinie des besoins, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Mais si le bois sert à répondre aux besoins de base, aux besoins primaires, à la construction d'écoles primaires notamment, bien là, dans ce cas-là, on a une chance de pouvoir lutter contre les changements climatiques. Donc, le bois, en tant que matériau et énergie, il faut presque le voir comme quelque chose d'incontournable ou de vraiment important là, pour les prochaines décennies pour la lutte au changement climatique. Ça, c'est pas moi qui le dis, là, ça, c'est le GIEC. Mais ça veut dire qu'il y a la pression de l'autre côté qu'il faut trouver des moyens d'aménager, des pratiques d'aménagement qui permettent de limiter les dégâts ou en termes de sources de CO2 à l'atmosphère ou d'augmenter la séquestration, donc augmenter le puits carbone en forêt. Et donc, ça veut dire qu'il y a vraiment de la place pour de la très bonne sylviculture. Et donc, les différentes techniques sylvicoles qui permettraient d'augmenter la résilience des peuplements, notamment, bien, il y a de la place pour ça. Il y a de la place, comme on a vu, pour le zonage. Donc, avoir des zones de conservation, des zones de production à l'échelle du territoire. On peut le voir à l'échelle de la province au complet. S'il y a des zones qui sont meilleures que d'autres pour la séquestration de carbone et d'autres qui bénéficieraient d'un aménagement plus intensif, bien, peut-être qu'il faut aller là pour un territoire même. Donc, d'avoir des zones de production, de conservation pourrait vraiment faire du sens. Et c'est vers ça que pointent nos résultats. Et tout ça devient aussi compatible avec d'autres objectifs d'aménagement écosystémique, d'autres objectifs de protection, dont tous les enjeux liés à la biodiversité. Donc, ça fait le tour sur ce que je voulais vous dire. On va prendre une pause de 5 minutes maintenant, puis après, ça va être Junior qui va venir vous parler justement des autres enjeux de l'aménagement, dont la biodiversité. Donc, on reprend à 11h15. J'ai mis sur le chat les liens des webinaires, de la playlist de tous les enregistrements qu'on a jusqu'à maintenant, ainsi que le lien pour avoir accès au PDF des présentations de la présente série. Donc, on se revoit vers 11h15. Merci. Merci, Evelyne.
Donc, il est maintenant 11h15, donc on va reprendre la conférence avec Junior Tremblay. Bon, ben, merci. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être ici ce matin pour pouvoir vous présenter le volet oiseaux, en fait, du projet dont Evelyne vous a introduit. Puis je voudrais remercier aussi Evelyne, en fait, pour la si bonne présentation. Puis en fait, je vais me rappeler peut-être de ne pas suivre Evelyne pour des présentations parce que c'est pas facile de faire des présentations aussi dynamiques que Evelyne est aussi intéressante. Donc, je vais y aller en vous présentant, dans le fond, une partie du volet biodiversité, dans le fond, de notre projet, parce que le projet, dans le fond, a utilisé deux indicateurs, si on veut, de biodiversité. Donc, les communautés d'oiseaux, mais aussi le caribou forestier. Je ne vous présenterai pas les résultats de caribou forestier, considérant qu'il y a encore du travail à faire sur les résultats. Puis, je vais me concentrer donc sur les oiseaux. Puis, dans le fond, aussi, je vais vous présenter les résultats essentiellement sur une comparaison entre justement les impacts des cumulatifs du changement climatique, puis de l'exploitation forestière sur les communautés d'oiseaux en forêt tempérée, donc à Hereford, puis à la forêt boréale, à la forêt Montmorency. Aussi, je voudrais remercier dans le fond les co-auteurs, particulièrement pour ce volet d'oiseaux, parce que dans le fond, c'est des travaux qui nécessitent beaucoup de travail, beaucoup d'expertise. Donc, je voudrais particulièrement remercier Yann, Philippe, Fidèle, Dominique, Diana, Peter, puis Evelyne pour leur super collaboration. Donc, aussi, maintenant, après toutes les séries de webinaires, on est bien conscient, on a appris beaucoup, dans le fond, sur l'impact des changements climatiques sur la forêt. Peut-être on a entendu un peu moins parler des oiseaux. Donc, c'est sûr que les oiseaux, en fait, plusieurs espèces d'oiseaux sont associées aux habitats forestiers. Puis, dans le fond, considérant les changements qui sont prévus sur les écosystèmes forestiers, via, dans le fond, les changements induits par le climat, mais aussi par les perturbations naturelles qui vont affecter, dans le fond, la composition mais aussi les structures d'âge de la forêt. On peut bien imaginer, dans le fond, que les oiseaux auront des impacts par les changements climatiques. Puis, dans le fond, il y a une étude intéressante de Lingham et collaborateurs, dans le fond, qui ont travaillé à l'échelle continentale, basée sur des modèles d'enveloppe climatique. Puis, dans le fond, ce que leurs travaux prédisent, dans le fond, c'est que d'ici 2080, sous un scénario d'émissions, à forte émission de gaz, donc les assemblages d'espèces d'oiseaux, dans le fond, ou appelés les communautés d'oiseaux du Nord, devraient changer considérablement avec une bonne variation spatiale, comme on peut voir sur la carte ici. Donc, plus on va vers les couleurs foncées, plus la différence entre les communautés initiales sont importantes. Puis, on peut voir, dans le fond, que en forêt boréale, forêt tempérée, mais surtout en forêt boréale, puis pendant la saison de reproduction, c'est là qu'ils prédisent, dans le fond, la plus grande différence dans les communautés d'oiseaux. Donc, notre projet en ce moment permet d'aller chercher de l'information à plus fine échelle sur qu'est-ce qui peut mener, dans le fond, à ce genre de les différences dans les communautés d'oiseaux. Puis comme Evelyne vous l'a présenté, dans le fond, on a deux aires d'études dans notre projet, la forêt Montmorency, qui est en marge sud de la forêt boréale, dans le domaine de la bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc. Donc, comme Evelyne l'a mentionné, une zone qui est relativement humide, puis où le cycle de feu est relativement très, très long, voire inexistant, mais il est présent, mais très, très, très long. Donc, c'est une caractéristique importante parce qu'en forêt boréale, de façon générale, le feu va amener, est un facteur de changement très important, mais pas nécessairement à la forêt Montmorency. Puis aussi, après ça, dans le fond, l'autre étude en forêt tempérée, la forêt Hereford, qui se retrouve dans le domaine bioclimatique de l'érablière à bouleau jaune. Donc, on a travaillé sur des modèles de densité d'oiseaux afin de voir comment l'aménagement forestier, mais aussi les changements climatiques peuvent influencer les abondances d'oiseaux dans nos deux aires d'études. On a travaillé à partir les bases de données du projet de modélisation de la vie-faune boréale, communément appelé BAM, dans le fond, qui est une organisation qui a amassé, dans le fond, des bases de données provenant de plusieurs sources, essentiellement en forêt boréale, mais aussi
à l'extérieur de la forêt boréale, en forêt tempérée. Donc, ça inclut les données du relevé des oiseaux nicheurs, les BBS, aussi les atlas, les différents atlas des provinces, dont les deux atlas du Québec sont présents dans la base de données, et aussi différents contributeurs institutionnels et individuels. Puis, dans le fond, à partir de cette grande base de données-là, on est en mesure de pouvoir travailler justement sur des points d'écoute, puis d'avoir des données de densité, d'abondance d'oiseaux. Pour chacune des aires d'études, dans le fond, on a retenu que les oiseaux qui sont reconnus comme étant des oiseaux nicheurs. Donc, ça nous donne 55 espèces pour la forêt Montmorency, puis 57 espèces pour la forêt Yefford. Puis on s'est basé, dans le fond, sur les historiques de nidification, dans le fond, qui sont disponibles sur le site de eBird. Ensuite, nous avons modélisé l'abondance relative de chacune espèce des oiseaux à l'aide de Boosted Regression Trees, donc des arbres à régression accélérée, qui permet en fait de mettre en relation des données, dans le fond, des variables liées à la végétation, comme par exemple la biomasse de chacune des essences d'arbres, des données sur la structure, comme les classes d'âge, mais aussi des données, dans le fond, hydrographiques, ou la présence de routes, ou la présence de milieux humides, etc. Puis, dans le fond, les BRT, ou les Boosted Regression Trees, permettent justement d'apporter des interactions de ces variables, puis d'être en mesure de pouvoir prédire la densité des oiseaux en fonction de différentes variables. Comme par exemple ici, la paruline à Poitrine Baie. On peut voir ici les différentes variables du modèle pour la paruline à Poitrine Baie. Vous ne voyez pas beaucoup, mais en réalité, c'est qu'on peut voir qu'il y a une importance relative à chacune des variables qui permet d'expliquer justement la densité des espèces, comme par exemple ici pour la paruline à Poitrine Baie. La biomasse, dans le fond, de l'épinette noire sur une échelle de 750 mètres, la biomasse aussi de tous les arbres vivants, également la biomasse du sapin baumier, sont les trois principaux indicateurs, ou en tout cas variables expliquant l'abondance relative de la paruline à Poitrine Baie. Donc, on a mené ces analyses-là pour chacune des espèces d'oiseaux. Puis on peut voir que spatialement aussi, on a, dans le fond, des prédictions de densité, dans le fond, en fonction des caractéristiques du paysage forestier. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est intéressé, oui, aux espèces spécifiques, mais également aux communautés d'oiseaux. Donc, afin d'avoir des tendances, des communautés d'oiseaux associées à des types d'habitats, on a classifié, indépendamment des associations qu'on a eues avec les BRT, on a associé, dans le fond, chacune des espèces d'oiseaux à un type de couvert dominant puis à une classe d'âge. Donc, on a les espèces généralistes, d'oiseaux généralistes, qui ne sont pas associés à une classe d'âge ni à un couvert dominant quelconque. On peut penser, par exemple, à la cornée d'Amérique, qui est une espèce généraliste. Puis après, on a trois types de couverts dominants, les couverts décidus, mixtes, conifériens. Puis après ça, 3 classes d'âge, les peuplements qui sont considérés comme jeunes, donc de 0 à 30 ans, qui sont considérés comme fermés de 0 à 60 ans, puis les peuplements matures qui sont de 60 ans et plus. Après ça, au niveau de la simulation, comment on s'y est pris, voici un petit schéma, une représentation schématique, dans le fond, de nos simulations. En fait, c'est qu'on a utilisé l'Indice 2 comme étant le modèle pour simuler les changements au niveau des paysages forestiers. L'indice peut justement simuler des processus à l'intérieur des peuplements, donc à l'intérieur du pixel, comme la compétition entre les arbres, la croissance, mais aussi des phénomènes qui sont plus à l'échelle du paysage, comme la dispersion, les perturbations naturelles, puis aussi les coupes forestières, par exemple. Donc, on a un modèle qui permet, PICUS, qui permet de paramétriser, dans le fond, les processus à l'intérieur des peuplements pour bien paramétriser, dans le fond, chacune des valeurs liées, les paramètres liés, dans le fond, à la végétation. Puis après ça, ça c'est une entrée dans l'indice. L'indice permet justement de simuler l'aménagement forestier, les scénarios d'aménagement qu'on a, dont Evelyne a mentionné, aussi des scénarios de changement climatique, parce qu'il y a certains processus qui sont sensibles au climat, comme la croissance des arbres. Puis après ça, dans le fond, la sortie, les outputs ou les sorties de l'indice sont de la biomasse par essence d'arbre, puis par cohorte d'âge. Puis, dans le fond, il y a, ces sorties l'indice-là sont des entrées
dans nos modèles de densité aviaire que je vous ai présentés, donc les BRT. Donc, pour chaque simulation, pour chaque pas de temps, on calcule, dans le fond, la densité ou l'abondance des oiseaux avec nos modèles BRT. Ce qui nous permet d'avoir à la fin, dans le fond, une densité projetée par espèce d'oiseau, par scénario climatique, puis par scénario de récolte. Comme par exemple, encore, on a ici la paruline à poitrine baie, on peut voir en fonction des scénarios sans changement climatique, donc de baseline, de RCP 4.5, qui est essentiellement l'entente de Paris, une augmentation d'environ 2 degrés au niveau de l'échelle globale. Puis le scénario RCP 8.5, qui est un scénario d'une augmentation 6 ou 7 degrés. Là, dans le fond, c'est si on ne fait rien du tout. Puis après ça, différents codes de couleurs, ben, c'est justement les scénarios d'aménagement qu'on a. Donc, ça, c'est comment qu'on a obtenu, dans le fond, nos densités d'oiseaux et d'espèces d'oiseaux, puis aussi de communautés. Puis, afin d'évaluer, dans le fond, l'effet direct l'effet, dans le fond, des changements climatiques. Puis ici, durant la présentation, quand je parle de l'effet du changement climatique, dans le fond, c'est l'impact des changements climatiques sur la croissance des arbres directement. Puis après ça, on s'est intéressé à l'effet du changement climatique sur la croissance des arbres, mais aussi des scénarios d'aménagement forestier. Donc, pour être en mesure de bien cerner ces deux effets-là, puis en tenant compte aussi de la succession forestière, donc du contexte forestier d'évolution, dans le fond, normal, on présente un taux de changement qui est en réalité l'abondance projetée d'une espèce d'oiseau ou d'une communauté selon un scénario climatique défini, puis un aménagement défini. Puis on fait tout le temps référence, dans le fond, au scénario qui est sans changement climatique, baseline, puis à l'aménagement qui est le cours normal des affaires. Dans le fond, notre scénario d'aménagement référence, authentique. Alors, on va revenir tantôt sur des graphiques, là, ça pourra être peut-être un peu plus clair. Donc, Evelyne nous a présenté, grosso modo, les changements qu'il y a dans chacune des régions. Ici, je vous représente un petit peu, essentiellement la même information, mais selon les types d'habitats qu'on a définis, donc en fonction du couvert, puis aussi de la dominance, dans le fond, du peuplement, mais aussi de la classe d'âge. Donc, le graphe, il permet de visualiser, dans le fond, le pourcentage de la superficie de l'aire simulée à Hereford, par exemple, pour chacune des classes d'habitat. Puis on a, dans le fond, les scénarios climatiques, dans le fond, en horizontal, puis les scénarios climatiques, c'est ça, en horizontal. Puis en vertical, on a les scénarios d'aménagement. Donc, pour la forêt Hereford, on peut voir qu'au début des simulations, le paysage est dominé par les peuplements qui sont mixtes, principalement matures, suivis des peuplements décidus, également matures. Puis ça, on peut voir que ça va avoir une incidence, dans le fond, les conditions de départ aussi, les caractéristiques en tant que telles, dans le fond, des peuplements, des aires d'études qu'on a sélectionnées. Puis, dans le fond, sous un climat baseline, sans changement climatique, les proportions de chaque type d'habitat évoluent, mais sans changement trop important. Tandis que quand on regarde davantage avec le scénario 8.5, le scénario de changement climatique plus sévère, on peut voir qu'il y a une diminution importante, dans le fond, des peuplements conifériens et mélangés en faveur des peuplements, dans le fond, les peuplements décidus plus âgés, là, qui sont, dans le fond, présentés en orange ici. Pour ce qui est de la forêt Montmorency, en fait, les paysages de départ, on a le même type de graphe, les paysages de départ, dans le fond, sont dominés principalement par les peuplements conifériens, environ 75%. Puis, une caractéristique importante aussi, c'est que c'est principalement des stades jeunes et fermés, dans le fond, qui dominent la forêt Montmorency. Donc, les vieux peuplements sont relativement rares à la forêt Montmorency. Puis, dans le fond, on peut voir que sous le climat baseline, les proportions du type de couvert dominant demeurent très fortement conifériens. Puis, les scénarios d'allègement de l'aménagement forestier, comme par exemple le scénario extensif, qui est dans le fond une allongation, dans le fond, de la période de coupe, puis aussi le scénario de conservation sans coupe forestière, bien, ça permet, dans le fond, aux jeunes peuplements conifères d'atteindre des stages matures et plus vieux. Donc, notre forêt évolue, justement, dans des classes d'âge plus âgés. Quand on regarde, dans le fond, dans un scénario de changement climatique 8.5, dans le fond, les peuplements conifériens perdent un peu d'importance, principalement en faveur des peuplements mixtes, mais aussi décidus. Puis on voit aussi que, encore une fois, l'effet de l'allègement ou l'intensification de l'aménagement forestier sur les classes d'âge. Donc, on voit que les deux scénarios qui sont
avec une diminution, dans le fond, de l'aménagement forestier, donc le scénario conservation extensif. On a des forêts qui à la fin, seront plus âgées par rapport au scénario d'aménagement ou de cours normal puis d'intensification où les paysages forestiers demeurent plus jeunes. Donc, pour les deux prochains graphiques, je vous présente, dans le fond, le taux de changement de chacune des espèces d'oiseaux pour chacune des régions, selon les aménagements forestiers. Puis, dans le fond, le taux de changement ici, c'est pour voir l'impact du changement climatique, puis des différents scénarios d'aménagement, autant à l'année 2100. Donc, notre référence, c'est le scénario, dans le fond, climatique baseline, avec l'aménagement, le cours normal, dans le fond, d'aménagement forestier. Puis, qu'est-ce qu'on peut voir en réalité, c'est que, en fait, il y a aussi les différentes couleurs qui nous présentent, dans le fond, les types d'habitats à lesquels les espèces sont associées. Puis, sont associés, en fait, on voit ici vers le bas, c'est les espèces d'oiseaux qui sont généralistes. Ensuite, on a les oiseaux qui sont associés au peuplement décidu, de jeunes à plus vieux, plus matures, les peuplements mixtes, puis les oiseaux qui sont associés au peuplement coniférien. Donc, dans le cas de la forêt Hereford, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que de façon générale, les scénarios d'aménagement court, normal et intensif présentent davantage de variations dans les taux de changement, avec une tendance à favoriser les espèces généralistes et décidues. C'est le même type de graphique, mais pour la forêt Montmorency. Donc, toujours un taux de changement en fonction pour l'année 2100 sous le scénario RCP 8.5, puis on compare dans le fond au scénario baseline et cours normal. On voit que dans le fond ici, à la forêt Montmorency, c'est que les aménagements intensifs et cours normal favorisent les espèces généralistes et décidues jeunes, tandis que les scénarios d'aménagement et de conservation bénéficient dans le fond les oiseaux, les espèces d'oiseaux associées au peuplement de conifères et matures et fermés. Donc, c'est ici. Si on regarde, dans le fond, principalement sur la comparaison entre les deux aires d'études, pour les communautés d'oiseaux associées par classe d'âge seulement, dans le fond, c'est que ici, chaque couleur présente une classe d'âge, rouge étant le taux de changement des oiseaux associés aux forêts matures, que ce soit décidus, mixtes ou conifériens. Orange étant les classes d'âge fermées, donc 30 à 60 ans. Jaune étant pour les forêts jeunes, 0 à 30 ans. Puis le vert pour les oiseaux qui sont généralistes. De façon générale, les communautés d'oiseaux à Hereford présentent un taux de changement négatif sur RCP 8.5, puis les espèces associées aux plus vieilles classes d'âge présentent un effet plus important, mais qui est atténué en partie par le scénario de conservation totale. Puis on peut voir que les espèces généralistes profitent de l'intensification de la coupe. Tandis qu'à la forêt Montmorency, on voit que les espèces qui sont associées aux classes d'âge fermées et matures profitent des scénarios de conservation extensifs. Les espèces associées au stade jeune et généraliste profitent des scénarios plus intenses comme le cours normal, puis le scénario d'intensification. Si on regarde au niveau de la composition, c'est le même type de graphique que précédemment. On peut voir que les scénarios d'aménagement présentent un peu de variation pour les différentes communautés d'oiseaux à Hereford, tandis que les espèces associées au peuplement coniférien présentent des diminutions importantes. Dans le fond, c'est que les espèces qui sont associées au peuplement coniférien présentent des diminutions importantes à la forêt de Hereford, tandis que les communautés associées au peuplement mixte et décidus bénéficient de scénarios d'aménagement et conservation sous RCP 8.5. À la forêt Montmorency, les aménagements à cours normal et intensif profitent aux espèces décidues généralistes, tandis que l'aménagement conservation favorise les espèces associées au peuplement mixte. On peut voir que dans le fond, il y a comme une différence, en fait, entre quand on a pu voir avec les résultats précédents, dans le fond, c'est que la communauté d'oiseaux ne présente pas des réponses identiques nécessairement entre les deux régions étudiées. Ça s'explique par le fait que les agents de changement, donc l'impact du changement climatique sur la croissance des arbres, puis l'aménagement forestier ont des effets différents à Hereford puis à la forêt Montmorency. Dans le fond, ici, les deux pastilles, qu'est-ce qu'elles montrent? C'est qu'ils montrent des proportions de variation expliquées soit par le changement climatique en bleu ou l'aménagement forestier en orange.
Puis donc, plus on a de bleu, en réalité, c'est plus que l'impact du changement climatique explique dans le fond, la variation d'abondance des populations d'oiseaux. Puis, dans le fond, aussi, on a ici les différentes communautés d'oiseaux qui se retrouvent à l'intérieur de la bande d'intérieur ici, c'est les espèces qui sont associées, dans le fond, qui sont généralistes. Puis on a le même classement que les graphiques précédents. Donc, plus on va vers l'extérieur du cercle, plus on passe des décidus jeunes vers les mixtes, puis les espèces associées au peuplement coniférien, pour finir avec les espèces qui sont associées au peuplement coniférien mature. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de remarquer, c'est que environ 38% des espèces d'oiseaux de la forêt Hereford sont sensibles aux effets des changements climatiques. Dans le fond, pour être sensible, c'est que les changements climatiques expliquent plus de 70% de la variation de leur abondance. Puis de ces 38% d'espèces-là, dans le fond, il y a 5 qui présentent une hausse des populations, tandis qu'il y a 14 espèces qui présentent des diminutions. Puis, toujours à Hereford, il y a 11% des espèces qui sont plutôt sensibles à l'aménagement forestier. 2 qui présentent des hausses de population, puis 3 qui présentent des diminutions. Quand on regarde à la forêt Montmorency, c'est un peu l'inverse qu'on voit dans le fond. C'est qu'il y a plus de la moitié des espèces qui sont sensibles à l'aménagement forestier. On voit qu'il y a un peu plus d'espèces qui présentent des hausses de population, tandis que par rapport, dans le fond, il y a un petit peu plus d'espèces qui présentent des hausses de population que par rapport à des baisses de population. Puis il y a une seule espèce, en fait, qui est sensible à l'impact du changement climatique à la forêt Montmorency. Pour vous donner un petit peu un exemple, dans le fond, aussi de la variabilité qu'il peut y avoir, on a vu qu'il y a une variabilité pour les 2 régions d'études, mais il y a aussi à l'intérieur même des espèces, dans le fond, des réponses qui peuvent différer selon l'emplacement où les changements ont lieu. Donc, c'est ça, que l'impact cumulé des changements climatiques puis de l'aménagement forestier peut varier dans l'espace et dans le temps. Donc, le premier exemple, c'est la paruline du Canada, qui est une espèce menacée à l'échelle nationale, mais qui est aussi une espèce vulnérable à la province du Québec, puis qui est associée à des peuplements mixtes jeunes. Le graphique de gauche, dans le fond, il montre le taux de changement dans l'abondance de l'espèce par rapport au scénario court normal, donc le même type de métriques que je vous ai présenté précédemment. Puis on peut voir que dans le fond, de façon générale, les tendances des deux, on voit la variation de l'espèce justement en fonction des scénarios climatiques, mais aussi en fonction des aménagements. Puis on peut voir, il y a quand même des grosses différences. Il y a quand même des différences, mais de façon générale, on a une tendance à avoir une augmentation, dans le fond, dans l'abondance de l'espèce dans les 2 aires d'études, avec des variabilités au niveau de l'aménagement. Mais quand on regarde un peu plus, dans le fond, le mécanisme sous justement les changements ou la hausse des populations de la paruline du Canada, on a un graphe ici qui montre, dans le fond, encore une fois, l'importance relative de l'agent de changement, que ce soit le changement climatique ou l'aménagement forestier, selon les scénarios climatiques sur la paruline du Canada. Puis on peut voir, dans le fond, que pour la paruline du Canada, c'est principalement, dans le fond, c'est principalement, dans le fond, l'effet du changement climatique qui influence l'abondance de la paruline du Canada à Hereford jusqu'à environ 2075. Puis après ça, dans le fond, c'est l'effet du changement de l'aménagement forestier qui devient plus dominant. Tandis que quand on regarde, dans le fond, qu'est-ce qui explique la hausse dans l'abondance de la paruline du Canada à la forêt de Montmorency, c'est principalement l'effet du changement climatique qui influence l'espèce pendant la période simulée. Donc, c'est dans un scénario de changement climatique, principalement, dans le fond, l'apport d'augmentation, dans le fond, des forêts mixtes qui favorisent l'espèce. Par exemple, si on regarde une autre espèce comme la paruline flamboyante, qui est une espèce associée, dans le fond, au peuplement mixte fermé, encore une fois, on peut voir que les patrons de changement diffèrent entre Hereford et la forêt Montmorency. Puis, l'abondance, dans le fond, de l'espèce diminue sous les scénarios de changement climatique à Hereford, tandis que l'abondance de l'espèce, elle augmente à la forêt Montmorency, principalement sous l'aménagement à court normal et intensif. Donc, on peut voir que pour cette espèce-là, par exemple, ce n'est pas les mêmes agents de changement qui influencent les abondances, tandis que c'est principalement les effets de changement climatique
à Hereford, puis l'aménagement forestier à la forêt Montmorency, qui demeure relativement constant dans le temps, hormis sous le scénario 8.5 à la forêt Montmorency. Donc, ces deux exemples-là nous soulignent l'importance de connaître les mécanismes qui influencent les changements dans les populations, par exemple d'oiseaux, pour être en mesure de pouvoir avoir des actions d'aménagement qui sont spécifiques, puis mieux définies, dans le fond, à la région aussi d'intérêt. Donc, en résumé, dans le fond, nos simulations projettent que l'impact des changements climatiques sera plus marqué à la forêt Hereford pour les oiseaux, tandis que l'impact, c'est davantage l'impact des scénarios d'exploitation forestière qui sera plus important à la forêt Montmorency d'ici 2100 dans un contexte de changement climatique. Mais on peut voir que les agents de changement, dans le fond, que ce soit le changement climatique en tant que tel sur la croissance des arbres ou l'exploitation forestière, ben, ça n'affecte pas de la même façon, dans le fond, les communautés d'oiseaux puis les espèces individuellement. Donc, il y a vraiment un besoin d'avoir, dans le fond, de bien définir les enjeux ou les objectifs de conservation et d'aménagement pour pouvoir appliquer, dans le fond, les bons aménagements. Il y a un élément important aussi, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, c'est que les régions simulées ne sont pas nécessairement sujettes aux feux de forêt. Puis de façon générale, dans le fond, les feux de forêt sont connus pour être un agent de changement très important en forêt boréale. Donc, les prochaines étapes du projet, dans le fond, c'est de... Puis on arrive à ça bientôt, c'est de mettre en commun, dans le fond, les différents volets du projet pour être en mesure de pouvoir, dans le fond, intégrer les différents enjeux, puis déterminer c'est quoi les scénarios ou le scénario d'aménagement qui permet, dans le fond, de mieux répondre aux différents enjeux pour chacune des régions. Donc, en conclusion, ben, les scénarios d'aménagement présentés dans le projet, comme Evelyne l'a mentionné, c'était principalement des scénarios qui ont été construits sur une base opérationnelle actuelle, puis pas nécessairement dans une optique d'adaptation. Puis, les résultats, dans le fond, de nos simulations suggèrent que il y a relativement peu de changements à la forêt Montmorency en lien avec les changements climatiques pour les communautés d'oiseaux, mais ce n'est pas nécessairement le cas à Hereford, où les peuplements, où les effets des changements climatiques sont beaucoup plus importants que les scénarios d'aménagement qu'on a vus. Puis, il y aurait peut-être lieu justement de penser à davantage des scénarios d'adaptation pour être en mesure de pouvoir, dans le fond, être en mesure de mieux si on a un souhait, dans le fond, par exemple, de conserver les espèces associées aux peuplements conifériens qui vont être durement affectés à Hereford par les changements climatiques, ben, il y a lieu d'avoir des options d'adaptation un peu plus élaborées en réalité. Puis comme l'a présenté, dans le fond, Marie-André Vaillancourt lors de son webinaire le 3 février dernier, dans le fond, c'est qu'il est important d'être en mesure de pouvoir connaître, dans le fond, les vulnérabilités des régions ou des différents secteurs, dans le fond, au changement climatique. D'être en mesure de pouvoir construire des options d'adaptation en fonction des enjeux qu'on priorise, puis en fonction des différentes régions aussi. Puis, dans le fond, en réalité, comme les changements climatiques, puis l'aménagement forestier varie en fonction de plusieurs facteurs, dont les résultats d'Evelyne nous ont montré, puis les résultats sur les oiseaux nous montrent. Dans le fond, c'est qu'il y a une variabilité spatiale puis temporelle aussi. Puis il y a un ensemble d'enjeux, dans le fond, qu'il faut à répondre. Ben, il y a peur, dans le fond, qui peut être vraiment important de définir, dans le fond, les secteurs ou les options d'adaptation ou quel type d'adaptation est souhaitable à l'échelle, dans le fond, locale, mais aussi à l'échelle plus provinciale. Puis, dans le fond, je pense que des cartes avec des codes de couleurs, comme présenté dans l'étude de Hebo et collaborateurs par rapport, dans le fond, à la mise en œuvre de l'aménagement écosystémique, pourrait être vraiment intéressant pour être en mesure de mieux cibler, dans le fond, les secteurs, les milieux, de mieux cibler, en fait, l'adaptation au changement climatique en fonction des différents enjeux qu'on souhaite être en mesure de pouvoir répondre dans le domaine forestier. Donc, c'est tout ce que j'avais et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, merci Evelyne et Junior. Alors, bonjour à tous. Je suis Pierre Godbout et j'animerai la période de questions. Vous pouvez maintenant activer votre vidéo si vous le souhaitez.
Alors, comment procéder pour poser une question? Vous pouvez poser votre question avec le micro de l'ordinateur en déplaçant votre souris à droite de votre nom dans la liste des participants et sélectionnez l'icône main levée. Lorsque je vais vous nommer, vous n'aurez qu'à enlever votre mode sourdine en cliquant sur l'icône micro. Puis après avoir posé votre question, on vous demande de vous remettre en mode sourdine et de baisser la main levée, s'il vous plaît. Vous pouvez également utiliser la boîte de chat si vous préférez poser votre question par écrit. Si ce n'est déjà fait, sélectionnez l'icône en forme de bulle en bas à droite pour l'activer. Alors, dans les deux cas, autant par le chat que verbalement, on vous demande de vous identifier clairement en donnant votre nom et l'organisation qui vous travaillez. Alors, la période de questions est maintenant commencée. Je vais commencer à en lire une qui a été mise sur le chat il y a de cela longtemps. Il y a eu quelques échanges avec Yann, mais Frédéric Bugeaud a mentionné plusieurs études historiques qui démontrent que le hêtre était plus abondant dans les siècles précédents. Est-ce que ce sont les perturbations qui pourraient expliquer un retour du hêtre plutôt qu'un changement de température? Donc, ça a été posé à 10h56. Et juste pour votre information, Evelyne et Junior, Yann a mentionné absolument dans nos simulations, le hêtre est très tolérant à l'ombre, évidemment, ce qui fait qu'il se retrouve assez abondant en fin de succession dans le forêt feuillu. Il a aussi une bonne capacité de reproduction végétative, ce qui l'aide. Et ceci dit, je ne suis pas sûr que l'inclusion de la maladie corticale du hêtre dans les simulations amènerait nécessairement une baisse de la biomasse du hêtre. En fait, de récentes observations tendent à démontrer que la maladie corticale, en fait, favorise le hêtre dans le paysage, compte tenu de sa capacité à se régénérer de façon végétative, qui augmente nécessairement par la mortalité des tiges due à la maladie corticale. Et parce que la litière du hêtre est allélopathique pour d'autres espèces, dont l'érable à sucre. Ça suit donc un envahissement par l'hêtre. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Evelyne? Je vais rétablir le son pour tous. Oui, ben, je pense que Yann a déjà bien répondu. La dynamique du hêtre, avec la maladie corticale, c'est encore une dynamique qu'on est en train d'étudier, ben, pas moi, mais que les écologistes sont en train d'étudier. Les approches de sylviculture pour être capable de le gérer aussi, là, c'est en train d'être étudié. Il y a une chose, je pense, qui est importante, qui reste un problème, peu importe si le hêtre reste au niveau où il est ou s'il augmente, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le bois du hêtre. Donc, on est pris présentement avec des quantités importantes de bois dégradé. Donc, trouver des voies de valorisation, c'est sûr que ça fait partie d'un bout pendant qu'on se questionne, qu'on fait de la recherche sur la partie écologie puis sylviculture, ben, faut que ça suive aussi sur la partie transformation du bois de hêtre, là, qui reste une problématique entière. Donc, ça serait ma suggestion. Parfait. Alors, je vais donner la parole à M. Henri Jacob qui a levé la main. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Henri Jacob. Je suis président de l'Action boréale et je suis situé en Abitibi. D'abord, juste une petite précision parce que on a parlé surtout de la forêt, comme forêt boréale, on parle de la forêt Montmorency. Je voudrais juste noter que comparé, mettons, la forêt Montmorency à la forêt d'Abitibi, qui est une forêt boréale, il y a de grandes variantes dans la géologie, dans les dépôts de surface, le climat, etc. Et la forêt de Montmorency, ça fait 50 ans que des gens la traitent comme si c'était un fils de roi, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits là, comparativement à l'Abitibi, qui est plutôt traité comme quelqu'un sur le bien-être social. Ça, c'est juste une petite précision. L'autre chose, c'est qu'ils viennent de sortir, là, quelques semaines, une étude qui a été faite par des chercheurs à l'université, je pense que c'était à l'UQAT et l'UQAM, sur la question des sols forestiers qui accumulent, surtout en Abitibi, que les études étaient faites,
qui accumule 5 fois plus de CO2 dans le sol que dans les arbres. Et dans des questions qui avaient été posées, on a dit oui, mais les travaux sylvicoles qui sont faits, qui vont être faits parce que le gouvernement vient de nous dire qu'on va multiplier les travaux sylvicoles. Est-ce que ça va avoir un effet sur ce CO2-là? Est-ce que le CO2 va demeurer dans le sol ou le fait de labourer par le scarifiage va faire en sorte que le CO2 peut augmenter l'effet de serre? Ça, c'est peut-être la première question que je l'adresserai à Mme Tifo. Puis pour M. Tremblay, sur la question, d'abord, juste une petite note, je suis étonné que vous ne parlez pas du caribou, parce que le caribou étant une espèce indicatrice, c'est le plus connu des ongulés, le plus de recherches qui a été faites. Ça, je te un peu. Mais c'est surtout, la question, c'est sur la question qu'on parle, vous avez parlé, puis dans vos scénarios, qu'il faudrait garder des aires de conservation. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris, j'en ai conclu dans les deux présentations. Et là, le ministre, au mois de décembre, vient de vous annoncer qu'il retire toutes les aires protégées qui étaient en forêt boréale. 83 aires protégées qui avaient fait consensus dans les régions. Je voudrais peut-être juste, peut-être vous me parliez de ces deux aspects-là. Je vous remercie. Oui, ben, je peux parler en premier. C'est sûr que notre projet visait des études de cas spécifiques qu'on ne peut pas traiter du territoire au complet. Là, que je pensais que c'était clair que je parlais des résultats de la forêt Montmorency, mais évidemment que dans d'autres, même en voyant, on a vu la différence importante des conditions régionales sur les différents scénarios. Ben, ça va être la même chose si on parle de la forêt, des différents endroits de la forêt boréale, de la Côte-Nord à l'Abitibi. En ce qui concerne les sols, ben, la réponse elle va être la même. Là, ça va dépendre des conditions de sol. On voit dans le contexte de la sapinière à bouleau blanc, les opérations forestières l'aménagement semble avoir peu d'impact jusqu'à présent sur les réservoirs de carbone du sol. Donc, on n'est pas en condition de forêt tourbeuse dans ce cas-là. Donc, est-ce que c'est probablement qu'on aurait des résultats qui seraient différents là, si on va dans des forêts à sol tourbeux? C'est une préoccupation, qu'est-ce qui va se passer avec le carbone du sol, parce qu'on sait que c'est un réservoir qui est important de carbone. Les travaux actuels basés sur les chronoséquences montrent que l'aménagement a peu ou pas d'impact sur le carbone du sol. Est-ce que ça va rester vrai dans le futur? Est-ce qu'on est assis sur une bombe qui risque d'exploser? Ça fait partie des préoccupations, puis je peux vous donner notre présentation sur ce sujet-là. En ce qui concerne les aires protégées, ben, on ne va pas entrer en contexte de politique, mais sur les territoires, par exemple, à la fois la forêt Harcourt, à la fois la forêt Montmorency, on a des zones protégées, donc on peut, dans un plan d'aménagement, se donner des secteurs de protection là, qui ne dépendent pas de décisions ministérielles. Donc, c'est ce qu'on fait sur nos territoires respectifs et ce qui peut être fait aussi dans d'autres unités d'aménagement. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a moyen d'avoir de faire des secteurs de conservation qui permettent de répondre à plusieurs enjeux en même temps. Donc, parler de la conservation du caribou, protection du caribou, ben on voit qu'il y a une grande cohérence entre cet enjeu-là puis la protection de forêts à haut stock de carbone. Et donc, sur une échelle plus fine, il y a moyen de faire du zonage qui répond à plusieurs enjeux en même temps. Que je vais laisser Junior répondre pour le reste. Oui, je voulais juste en fait ajouter par rapport au caribou forestier. Dans le fond, c'est qu'on a pour l'instant, on a utilisé un MQH, dans le fond, un modèle de qualité d'habitat qui inclut la densité routière comme étant un facteur important. Puis dans le fond, c'est des modèles qui sont déjà publiés. Puis compte tenu que l'aire d'étude de la forêt Montmorency est assez petite, puis assez densément, il y a une bonne densité de routes, dans le fond, la forêt Montmorency, bien, c'est sûr que nos modèles ils réagissaient très peu, en fait, aux différents scénarios parce que la densité des routes est tellement importante que le modèle, dans le fond, varie très peu. Parce que dans nos modèles, dans le fond, avec l'indice, pour l'instant, les routes sont statiques, c'est pas dynamique, ça change pas dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas présenté les résultats, mais on travaille sur ça. On souhaite pouvoir être en mesure d'inclure, dans le fond, le caribou comme un enjeu de biodiversité avec les oiseaux, puis de jumeler ça avec les autres enjeux comme la séquestration du carbone, la productivité, pour pouvoir offrir, dans le fond, des orientations
qui inclut le plus d'enjeux possibles. On va passer maintenant avec une question par le chat de Marie-Hélène Langis du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent. Alors, est-ce que le zonage, zone de conservation et zone de production serait également une belle option pour les communautés d'oiseaux dans un contexte de changement climatique, à l'échelle locale et ou provinciale? Oui, en fait, c'est une bonne question. Je ne l'ai pas nécessairement abordé dans le fond dans ma section parce qu'en réalité, on s'est concentré plus sur dans le fond, le gradient d'intensité de l'aménagement forestier. Parce qu'on avait déjà quatre scénarios, puis aussi le scénario, dans le fond, qui incluait le zonage plus spécifique à Hereford, dans le fond, était quand même assez semblable à un autre scénario qui était quand même assez proche. Donc, je ne me rappelle plus lequel exactement. Puis à Hereford, en fait, en réalité, c'est surtout aussi l'effet direct du changement climatique qu'on a vu qui avait une plus grande influence sur les communautés d'oiseaux. Donc, l'aménagement forestier en tant que tel influençait moins, disons. C'est que c'était moins important à Hereford, cet élément-là. Mais je pense que c'est un élément qui reste vraiment important, puis qui nécessite aussi d'être évalué, oui, à l'échelle locale, mais aussi à plus grande échelle. Puis je pense que ce serait intéressant d'avoir justement, d'être en mesure de pouvoir avoir des portraits sur de plus grande échelle, justement des vulnérabilités, par exemple, comme je le présentais la carte, pour différents enjeux, puis d'être en mesure de pouvoir zoner, par exemple, à plus grande échelle pour pouvoir, disons, agir différemment ou prioriser certains enjeux par rapport à d'autres dans certains secteurs, puis d'avoir peut-être une plus grande harmonisation sur une plus grande échelle. Yann précise, concernant la question du caribou forestier, Yann, qui est chercheur scientifique au Centre de foresterie des Laurentides, il dit, nous travaillons présentement sur la question, à savoir d'estimer à la fois les impacts des changements climatiques, mais aussi de l'aménagement forestier sur l'habitat du caribou. Ces résultats devraient être soumis très prochainement. Il a vraiment hâte que ça paraisse. Alors, on a une question par les participants, une main levée avec. Alors, Jean-Pierre Jeté, je te laisse la parole. Ça va? Bonjour, Jean-Pierre Jeté, retraité. D'abord, félicitations pour vos présentations, c'est vraiment très intéressant. Ma question pour Evelyne, je ne sais pas encore si c'est un point d'interrogation ou exclamation en fin de ma phrase, là, mais il y a une de tes diapos qui m'a vraiment été comme un peu une révélation, là, mais l'importance de la substitution dans la lutte au changement climatique à très court terme. Puis, ensuite, tu parlais de, je pense, la nécessité d'opérer une transition industrielle. Puis moi, je rajouterais l'urgence d'opérer une transition industrielle. Tu sais, la game, elle va jouer dans les 30 prochaines années, là. Puis là, je ne connais pas beaucoup ce domaine-là, mais je me demande, est-ce qu'il se fait assez de recherche et développement dans ce domaine-là? Est-ce que ce ne serait pas le temps, en tant que société, là, que de faire un vaste chantier? Parce qu'en ce moment, on met beaucoup d'argent pour planter des arbres qui vont éventuellement doubler la possibilité dans 60 ans. C'est encore très risqué, cette approche-là, puis c'est un peu tard dans 60 ans. La transition industrielle me semble être quelque chose de beaucoup plus important dans la lutte à court terme. Puis quand je disais 30 ans, c'est un horizon où la game va jouer. Ben, au Québec, on a des bonnes données forestières, puis on est capable de projeter le flux de bois attendu sur les 30 prochaines années. On est capable d'avoir une bonne idée de ça. Est-ce que dans vos recherches, il ne devrait pas y avoir une attention particulière de porter sur la forêt réelle, là, celle qui s'en vient, là, puis qu'est-ce qu'on fait avec, tant au plan industriel qu'au plan sylvicole, puis ça va ensemble. On a beaucoup, je pense que tu appelais ça les bois mal aimés, là. On a des millions de mètres cubes qu'on ne récolte pas en ce moment parce qu'il n'y a pas d'usage. Il me semble que la solution est là-dedans, là.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire industriellement pour séquestrer du carbone à partir de produits qu'on pourrait tirer de ça? Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire au plan sylvicole pour transformer ces forêts-là en de meilleurs puits? Point d'exclamation. Oui, c'est un bon point, Jean-Pierre. Mais tu sais, sachez que la recherche sur les produits du bois, l'utilisation des produits du bois en construction, le bois d'ingénierie, nouveaux bioproduits, c'est un domaine de recherche extrêmement prolifique et actif. Le problème qu'on voit, c'est que on est souvent dans des mondes séparés. Et donc, moi qui est aménagiste, ici, c'est moi qui vous a parlé le plus de produits du bois, mais il y a des spécialistes là-dedans qui pourraient en parler avec beaucoup plus d'autorité et montrer comment, par exemple, dans le parc immobilier québécois actuel, c'est quoi les possibilités d'aller remplacer, et sachant le renouvellement de ce parc-là au cours des prochaines décennies, c'est quoi les possibilités maximales d'aller remplacer des produits d'origine fossile par des produits du bois, par exemple. Et ça, la recherche existe, les données existent. On ne se parle pas assez. On essaye de se parler plus pour justement relier ce qui se passe en forêt puis ce qui se passe dans les produits du bois. Et je pense que tu l'as bien dit qu'on ne peut pas discuter d'utilisation des produits du bois sans discuter d'aménagement forestier aussi. Et donc, on ne peut pas prendre des décisions de dire on va en conservation totale sans tenir compte de ce que ça va avoir comme effet sur le flux de bois qu'on envoie sur les marchés. On cherche évidemment le sweet spot qui va nous permettre un maximum de protection des valeurs forestières, de la production de bois de haute qualité, de flux de bois qui va être transformé de la meilleure façon et d'utiliser la meilleure façon possible. Et que là, je pense que la solution va passer par plus d'intégration entre la partie transformation et utilisation du bois sur les marchés. On commence à le faire, on a tardé, je dirais, mais si ça peut te rendre optimiste pendant ta retraite, là, on est en train de le faire, d'essayer d'augmenter cette intégration-là pour que les questions d'aménagement soient reliées jusqu'au bout, donc vraiment de la forêt jusqu'à l'utilisateur final, et donc voir la partie, le système humain et le système naturel comme faisant partie du même tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une main levée. Bon, alors, M. Dubé, je vais vous laisser le droit de parole. Oui, Michel Dubé, l'Action boréale. En fait, ma question, on sait que ce qui affecte les changements climatiques, essentiellement, c'est la réduction ou l'amputation de la biodiversité un peu partout à travers le monde. Est-ce que il n'y a pas lieu déjà actuellement, ça va un peu dans le sens de M. Jeté, là, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu actuellement de regarder l'impact, même si c'est local, c'est-à-dire national à Québec, là, est-ce qu'il n'y a pas lieu de regarder l'impact de l'aménagement et de l'exploitation forestière actuelle sur la biodiversité qui, elle, va influencer sur les changements climatiques? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut regarder actuellement en quoi nos pratiques forestières jouent sur la réduction de la biodiversité et éventuellement sur les changements climatiques? Mais c'est exactement ça. Dans le fond, ce qu'on vous a présenté, c'est que des scénarios d'aménagement avec. C'est parce que la biodiversité, c'est un gros terme comme ça, mais il faut la diviser, la mettre en indicateurs qui sont mesurables et quantifiables sur le territoire. Puis là, ce qu'on vous a montré, c'est une façon de faire où on peut regarder différents scénarios d'aménagement, dont le cours normal des affaires, l'impact que ça a sur des indicateurs de biodiversité. Le junior a montré concernant les communautés d'oiseaux, il travaille aussi sur les grands mammifères, et donc ce genre de travaux-là, ben, on le fait, on le communique, donc c'est ça qu'on est c'est ça qu'on fait. En fait, ma question, c'est que est-ce qu'il ne faudrait pas agir beaucoup plus rapidement que d'ici 50, 60 ou 30 ans, même à la limite? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas actuellement questionner sérieusement nos pratiques d'ici au maximum 10 ans avant que tout soit massacré?
nos pratiques. Là, on est des chercheurs, on n'est pas des politiciens. Là. On compare des scénarios, le cours normal des affaires et des solutions alternatives. On en discute, on présente les résultats. Après ça, on passe la main aux politiciens, aux décideurs politiques. Là. Oui, je Ouais, comprends, puis les mais ça, grandes. je comprends, mais c'est que vous avez travaillé sur deux cas particuliers là, qui sont effectivement des mini-modèles, si on peut dire. Mais tout le reste de la foresterie au Québec n'est En fait, pas. il y a déjà en fait, il y a quand même plusieurs études sur plusieurs différentes taxons, dans le fond, de biodiversité, qui présentent des impacts de l'aménagement forestier. Puis c'est quand même relativement connu que de façon générale, les CPRS, donc, vont favoriser un changement de composition. Donc, en forêt boréale, diminuer un peu la composante résineuse pour aller vers une forêt plus mélangée à court terme, puis qui risque aussi de diminuer, dans le fond, la proportion de vieilles forêts dans les paysages pour des forêts qui sont plus jeunes. C'est que ça, c'est des choses qui sont connues, puis qu'il y a, dans le fond, des publications aussi qui témoignent, dans le fond, des impacts négatifs sur certaines espèces par rapport à des pratiques comme ça. Il y a d'autres pratiques qui sont mises en place pour justement essayer d'atténuer ces effets-là. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de travaux au Québec sur ces choses-là. Après ça, comme Evelyne l'a mentionné, c'est sûr qu'il y a des décisions qui doivent être prises. Ce n'est pas nous qui prenons les décisions, mais on donne les meilleures informations possibles pour que les décisions soient prises par les décideurs. Merci. Jean-Pierre, tu as encore la main levée. J'imagine que c'est un oubli. Je ne vois pas d'autres mains levées. J'ai mis sur le chat là, le lien Google Drive des PDF puis la liste de lecture des enregistrements. Donc, si vous voulez vous faire un copier-coller, allez-y. Ces deux liens-là étaient également dans l'envoi du dernier résumé de Junior et Evelyne. Donc, je vais juste faire un dernier tour. Est-ce qu'on peut? Oui. Donc, alors, je vais conclure. Alors, merci Evelyne et Junior pour votre présentation. Ceci met un terme à la série Un regard vers le futur, impact des changements climatiques sur la forêt québécoise et outils d'adaptation, en espérant que ces webinaires auront été pertinents pour vous. Alors, si jamais vous n'avez pas reçu le résumé puis vous voulez obtenir être dans notre liste de distribution, vous pouvez envoyer un courriel. Je vais mettre à l'instant l'adresse courriel des colloques du CFL. Puis alors, merci à tous de votre participation et bonne fin de journée. Merci, Junior et Evelyne et Pierre.